Alors du coup, maintenant, on va passer au témoignage de Jean-Philippe et de Laurent, euh, qui, que je remercie chaleureusement du coup de témoigner. Donc Jean-Philippe qui est accompagné par le CIRI dans le cadre du programme Relief, donc qui est en cours, qui a engagé sa trajectoire, qui est en cheminement, et qui est accompagné du coup par Laurent également. Donc Jean-Philippe, je vous laisserai présenter votre activité rapidement rapidement, prenez le temps que vous voulez. On a jusqu'à 4 heures. Et alors les questions viendront au fur et à mesure. Vous pouvez toujours interagir avec le fil des discussions. On prendra vos questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir un temps ouvert d'échange, que vous puissiez également poser les questions. Très bien. Ce que je propose, bonjour à tous, toutes et tous. Déjà, je vous présenterai très rapidement Pakinov. Si je peux avoir juste la main, promis, je ne ferai pas plus de 3 minutes. Oui. Hein. Et comme ça, je montre à 2 écrans. C'est parfois mieux en images sur nos types de matériel. Et après, je laisserai surtout Laurent, que je salue, pour toutes les questions techniques. Il aura les bons mots, il aura la bonne façon de répondre à toutes les questions bien pointues. Alors, j'essaie juste de partager deux vues. Je vous présente en même temps. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Ça arrive. Oui. Voilà. Donc, Pakinov, donc on a 25 ans d'existence maintenant. On conçoit, on fabrique des machines de conditionnement pour tout produit en contenant rigide. Alors, ça peut être des pots, des bouteilles, des seaux. Et nos clients, comme vous le voyez ici, c'est des artisans ou des industriels de l'agroalimentaire principalement, et quelques-uns en santé et dans la chimie. J'ai l'habitude de dire qu'on fait du fromage blanc, on fait de l'enduit de façade, donc c'est un peu la même chose, et on fait aussi des crèmes qu'on se met sur le visage pour être tout beau. Voilà. Donc après, c'est pas tout à fait pareil, mais pour nous qui conditionnons, c'est un peu les mêmes équipements. En parallèle de ça, bien entendu, en plus des machines de conditionnement qu'on met à disposition de nos clients, on propose des opercules qui permettent de thermosceller et de fermer des pots diode, par exemple, et tout un service SAV pour accompagner nos clients. Alors, juste, si je sais switcher, vous êtes en train de partager, nouveau partage, et je vous montre juste en 2 mots une petite vidéo. Est-ce qu'elle arrive sur vos écrans? Oui. Parfait. Donc, c'est juste pour vous montrer de quoi on parle. Là, vous avez une machine standard chez nous, d'entrée de gamme, qui permet, là, on va voir, dépiler des pots, les remplir, poser un opercule, thermosceller. Là, on peut même mettre un tampon encreur pour écrire la date limite d'utilisation, et ça sort. Donc, c'est des machines qui sont utilisées par tous les artisans, et vous retrouvez leurs produits sur les marchés ou dans les rayons des commerces. C'était pour illustrer un exemple d'équipements qui sont proposés par Pakinov. La vidéo. Alors, une des questions qui m'a été posée par l'équipe CIRID, c'était qu'est-ce qui m'a donné envie de passer à l'économie de la... alors, je dirais il y a 2 choses. Il y a une envie, il y a un besoin. Donc, la première chose, pour comprendre notre métier, vous l'avez vu à travers ce type d'équipement, c'est que c'est one shot en fait notre métier. On va vendre à un client une machine. C'est des machines qui sont extrêmement bien finies. Pardon sur ma publicité, elles sont très robustes, mais ça a un problème, c'est que 20 ans après, 25 ans après, elles fonctionnent toujours. Donc on a un client qui est satisfait et qui ne nous donne plus d'argent. Donc c'est vraiment un modèle un peu ingrat, parce que si on avait fait vraiment quelque chose qui ne tenait pas longtemps, peut-être qu'au bout de 7 ans, 8 ans, il serait revenu et il nous aurait dit c'était quand même pas mal l'aventure ensemble, on va continuer, vous me faites une nouvelle machine. Donc voilà, on se voit un petit peu, on fait des choses de qualité, mais ça c'est pas pour nous servir quelque part. Et puis très peu d'entretien et peu de SAV, et voilà. L'un dans l'autre, c'est pas facile comme activité, parce que dans des périodes compliquées comme celles qu'on a connues, les gens freinent leurs investissements, donc nous on a moins de ventes. On a cette difficulté, on est toujours obligé de remettre le couvert. À peine on a fait une vente, il faut aller chercher des nouveaux clients, il faut aller chercher des nouveaux projets, peut-être chez nos clients, mais on est un peu dans le mythe de Sisyphe, là où on remonte notre pierre en haut, puis on déballe et on remonte à chaque fois.
Donc ça, c'est pas très facile à gérer dans une entreprise. D'autant plus que, comme on a fait écho tout à l'heure, on est dans un marché extrêmement concurrentiel. Il y a des nouveaux entrants qui, bien évidemment, viennent casser le prix du marché. Donc, ça peut être des matériels qui viennent de Turquie, de Chine, je ne sais où, vendus par des Français comme étant du Made in France, et bizarrement 2 fois moins cher. Bon, ce n'est pas tout à fait la même qualité, mais pour quelqu'un qui n'est pas expert, il lui faudra 2 ans avant de s'apercevoir qu'il faut recommander un nouvel équipement. Et c'est 2 ans de perdu pour nous et des ventes. Donc, c'est avant tout un marché qui est très compliqué, très tendu. Donc, ça représente un risque pour l'entreprise parce qu'on a quand même grandi. Maintenant, on fait une quarantaine de personnes et pas loin de 6 millions de chiffre d'affaires. On peut avoir des trous d'air qui sont importants sur certains mois. Et ça, c'est difficile à gérer. Donc, j'avais besoin de remettre en cause le modèle économique de l'entreprise. Avant de travailler avec le programme Relief, j'avais déjà commencé à travailler, à développer la partie vente d'opercules. C'est du consommable, donc ça nous permet un peu comme du papier A4, je veux dire, tout le monde en consomme. Ça lisse, ça me fait un peu ce que j'appelle le front de tarte. On a un petit peu une activité qui nous permet de payer l'électricité, les locaux. Mais il fallait aller plus loin. Et j'avais, à travers ce programme, à travers les différents témoignages que j'ai pu voir de confrères, la Forésienne notamment, qui ont fait des choses extraordinaires, ça fait tilt en me disant, là, il y a quelque chose. On peut aller innover dans notre marché, on peut aller disrupter, c'est-à-dire tout le monde vend des machines, point. Ben, nous, on va arrêter d'en vendre, on va faire autrement. C'était ça l'idée. Et donc, je me suis engagé dans le programme en me disant... à qui je vais pouvoir vendre ça, je ne sais pas. Comment je vais découvrir. Et on est parti voilà, avec sac sur l'épaule en disant découvrons. Et donc, Laurent nous a accompagnés dans cette aventure. Mon objectif, moi, en tant que gérant, vous l'avez compris, c'était de trouver un autre moyen de renforcer, de fidéliser, d'avoir une activité beaucoup plus récurrente qu'une activité one-shot. Et puis de garder cette notion qu'on a, enfin cette volonté, cet ADN qu'on a chez nous de faire des machines de qualité et pas de devoir travailler à faire moins cher, moins cher, moins cher pour pouvoir rester en phase avec le marché. Voilà pour la présentation de Pakinov et comment moi je suis parti, et je vais quand même laisser la parole à Laurent qui peut aussi donner son avis. Merci pour l'introduction, Jean-Philippe. Oui, effectivement, donc Laurent accompagne Jean-Philippe dans cette trajectoire-là. C'est intéressant du coup d'avoir ce regard croisé et partagé, le regard dans l'entreprise et puis le regard un peu plus extérieur qui permet de prendre un peu de hauteur. Ok, très bien. Donc, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Je viens préciser, alors je vais peut-être préciser 2-3 petites choses. Pour ceux qui seraient autour de la table et qui se demanderaient si le programme Relief a un intérêt, l'exemple de Jean-Philippe est un exemple qui devrait vous convaincre, en ayant aussi en tête que la structure, la façon dont le programme Relief est construit, il y a vraiment l'objectif de se centrer sur un périmètre bien défini et de vous emmener jusqu'au bout de la faisabilité. Et qu'à la fin de ce programme, clairement, je vais pouvoir y aller et je sais comment, ou alors non, ce n'est pas forcément fait pour moi, avec des étapes au milieu pour corriger le tir ou s'ajuster. Ensuite, dans l'exemple de ce que vient de dire Jean-Philippe, il y a des choses très importantes. La première, c'est que ça doit être une décision prise par la direction, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le top management de l'entreprise soit convaincu que c'est le bon chemin, ou en tout cas que c'est un des bons chemins pour avoir une stratégie gagnante dans l'entreprise. C'est un point fondamental parce que derrière, il va falloir emmener toute l'entreprise. Donc, si le dirigeant n'y est pas, ça peut poser quelques soucis. Donc là, vous l'avez compris, hein, Jean-Philippe a tout de suite compris que c'était un bon chemin, en tout cas, à explorer pour aller jusqu'au bout. Le deuxième élément clé dans ce que j'ai entendu, c'est que ce qui est produit, donc là, ce sont des équipements d'emballage, notamment de pots avec opercules, il est très important d'avoir une logique de produit qui dure. Il faut avoir bien compris que le fait d'avoir un produit de haute qualité qui va durer très longtemps, eh bien, c'est plus un problème. On n'est plus face à quelque chose qui est difficile à vendre parce que le prix est élevé, parce que la qualité est élevée. On est face, au contraire, on a déjà répondu à la question, mon produit va durer longtemps.
Quand on va sur un modèle où on va vendre l'usage, c'est l'intérêt de l'entreprise que le produit dure très, très, très longtemps, puisque le client va payer l'usage, et donc plus l'usage est long, et meilleure sera in fine la rentabilité, avec tous les effets positifs que ça va avoir en termes d'économie de matière, en termes de réduction de consommation d'énergie, puisqu'on va produire moins, etc. Donc ça, c'est clé. Dans ce qui fait aussi le succès chez Packino, c'est qu'il y a aussi un équipement reproductible. C'est-à-dire que s'il n'y avait que du prototype, si à chaque fois c'était une machine sur mesure, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on peut difficilement faire une mécanique où on va reproduire le modèle et pouvoir reprendre un équipement en fin de vie, soit réutiliser des pièces, soit pouvoir le reproposer sous un modèle encore de vente d'usage ou un modèle d'occasion. C'est plus compliqué si on n'a pas quelque chose d'un peu standard. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit relativement reproductible. Et donc là, c'est aussi le cas. Et puis ensuite, une des grandes difficultés, c'est l'acceptation du marché. C'est comment le marché va accepter de changer de modèle, d'arrêter d'acheter l'équipement et de passer à un modèle où je vais juste consommer l'usage. Pour faire cette transition, et dans le chemin que nous avons fait ensemble, il y a eu un gros travail sur comment générer de la valeur ajoutée à l'équipement. C'est-à-dire que quand je vais vendre, par exemple, au pot emballé, il va falloir que tout soit compris. L'installation de l'équipement, la formation des utilisateurs, toute la maintenance préventive, curative qu'il peut y avoir autour, certains changements de paramétrage ou évolution interne de l'équipement, etc., etc. Tout ça doit être compris dans mon usage que je vais payer à la fin, où je suis sans... j'ai une solution non casse-tête. J'ai plus à me poser des questions de comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Tout est compris. Et ça, c'est un cheminement qui prend un petit peu de temps. Il faut le temps de construire cette proposition, de vérifier qu'on est capable de la fournir, cette proposition. Et dans ce comment, il y a la coopération qui est essentielle. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle se transforme, elle n'a pas forcément besoin d'avoir tous les savoir-faire en interne. Au contraire, en général, elle a tout un écosystème autour d'elle où, auparavant, les relations étaient plutôt client-fournisseur. Là, l'idée, c'est de faire évoluer ces relations pour les considérer comme des partenaires de production, de commercialisation, enfin, selon les différentes étapes, et de trouver un modèle économique où on partage la valeur à des niveaux différents sous un modèle qui, à chaque fois, est en construire, puisqu'à chaque fois, il va être différent. Donc, ça permet de se poser tout un tas de bonnes questions pour construire son modèle. Et en même temps, à la fois, quand on est dans ce processus, on se réinterroge globalement. Ça amène aussi à se reposer des questions sur tout le reste de l'entreprise, sur les autres choses que l'on fait. Donc, voilà pour les grandes lignes. Après, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur ce cas-là, je vous invite à les poser. Peut-être compléter, on va faire comme ça. Avec plaisir. Non, c'est très juste ce que tu dis, Laurent. Et dans l'entreprise se réinterroge, c'est sûr, il y avait chez nous la vente de consommables sur les opercules. Donc ça, de lier les opercules avec la mise en place de la machine, le service, etc., ça faisait sens, c'était relativement simple. Mais le SAV, il avait pareil, il faisait un peu du one-shot et au bout d'un an, quand la limite de la période de garantie était finie sur l'équipement, il arrivait. Donc là, on a décidé de travailler ensemble dès le départ, avec sur la partie service, SAV, maintenance, etc., les consommables. Et tout est prévu, tout est pensé dès le départ. Et pas, on ne vient pas voir le client avec des personnes différentes au fil de l'eau tous les ans pour que chacun vienne prendre sa part un petit peu dans l'activité. Et au niveau commerce, c'est pareil, c'est tout un cheminement. Donc les commerciaux, comprendre qu'ils ne vont pas vendre, parce que je ne vous ai pas de 100 000 euros, mais faire une belle affaire à 100 000 euros, on est content, on veut fêter ça. Signer un contrat comme ça, c'est moins palpable. On voit la machine partir et il n'y a rien qui est rentré. Donc, c'est une autre approche. Donc, il y a un peu des freins psychologiques. Bon, pour moi, pour la partie comptable, pour la partie commerciale, pour tout le monde, il y a un vrai travail un questionnement. Et puis, Laurent est là pour répondre. Après, petit à petit, le puzzle se fabrique pour qu'on trouve effectivement des solutions. Et ça nous oblige à aller vers des partenaires, on en a parlé dans mon groupe de travail tout à l'heure, des partenaires extérieurs pour aller financer. Parce que là où on touchait 100 000 euros, ce n'est plus le cas. Il faut peut-être qu'on ait cet argent quand même pour pouvoir fonctionner en interne, parce que nous, le travail, on l'a fait, la machine, elle est fabriquée, on a payé nos fournisseurs. Enfin, il y a vraiment
un écosystème qui est colossal et qu'il faut nourrir. Et puis après, on vient bien sur ces investissements, les lisser au cours du temps pour qu'on puisse rembourser petit à petit avec les rentrées du client au fil de l'eau. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, au niveau de l'équipe, il y a une équipe interne et puis une équipe étendue, j'allais dire, avec pas mal de partenaires qu'il faut solliciter pour voir comment on peut travailler sur ce type de projet. Et juste pour compléter, tu as parlé, Laurent, tout à l'heure du pot. Donc, oui, l'usage maintenant, c'est le pot, l'unité. On va compter les pots qui sont remplis, qui sont fermés, qui sortent de la machine. Mais il faut pouvoir le contrôler. Donc, sur l'équipement que je vous ai présenté, il y a toute une partie d'automatisme. On est quand même sur des machines très puissantes. On est capable de prendre la main à distance, on est capable de récupérer de l'information. Et ça, c'est la clé. C'était une des clés pour nous permettre d'avancer sur ce projet-là, c'est qu'il fallait qu'on soit en lien avec notre machine, indépendamment du client. Il ne faut pas qu'il puisse couper le cordon parce que nous, on a besoin, comme pour votre imprimante si vous la louez, on a besoin de communiquer pour savoir que ça se passe bien, pour savoir que la production suit son cours ou qu'au contraire, ça se développe bien. Voilà, il y a une clé, c'est l'information. Cette espèce de contact, voilà, il faut qu'il soit continu. On n'est plus en train de vendre une machine comme précédemment, puis après on passait sur un autre client et on oubliait complètement. Notre indice de satisfaction à l'instant T aujourd'hui sur des clients, c'est quand ils ne nous appellent pas, tout va bien. Là, ce n'est plus le cas. C'est au contraire dans la continuité d'information et de voir que ça produit, que ça se développe chez lui. Ça, c'est l'information clé qui nous intéresse. Et ce que tu soulignes, Jean-Philippe, est très important, la notion de données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on évolue vers ce modèle-là, on s'intéresse de manière extrêmement pointue à l'utilisation, à ce qui est réellement utilisé sur un équipement ou un produit, peu importe la famille du produit, qu'il soit technique ou pas technique, ça ne change rien. On va s'intéresser très, très précisément à son usage. Et du coup, on doit être capable de le mesurer, cet usage. Donc, il faut des moyens de communication, il faut des moyens de stocker la façon dont cet usage se fait, et il faut récupérer toutes ces données. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on est plus fin dans la façon dont la relation se fait avec le client, mais on a des données d'usage. Et ces données d'usage permettront aussi une évolution à un niveau 2 ou à un niveau 3, de trouver une forme de commercialisation de ces données. Alors, non pas sur la vente de données en elle-même, mais sur l'extraction de l'information qu'on peut faire de ces données pour fournir de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouveaux couples de solutions plus fins, plus pointus, plus adaptés. Donc, la notion de données est très importante aussi. Merci. Et je vois qu'il y a une question d'Anthony sur le chat. Anthony, si vous voulez, vous pouvez également prendre la parole. Sur quelle durée Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on a évoqué le fait effectivement que ça nécessite du coup cette transformation, une vision vraiment long terme pour obtenir du coup le retour aussi sur investissement et puis avoir d'un point de vue financier. Du coup, je me pose la question de quand un contrat comme ça d'usage est signé avec une entreprise, s'il y a quand même une durée minimale qui est proposée, ou si on est vraiment sur une offre qui va pouvoir évoluer chaque année, puisque là on vient de le voir avec la donnée, la récupération de la donnée. Si on voit qu'au bout d'un an, la machine n'est plus forcément calibrée ou qu'on décèle que dans l'usage, il y aurait d'autres choses à ajouter, du coup on fait évoluer c'est au moment du renouvellement du contrat, ou est-ce qu'on est sur des contrats plutôt longs, mais souples, qui permettent du coup d'être parfois d'avenant ou autre. Alors je ne sais pas si je suis très clair. Oui, très très clair. Oui. Je prends l'exemple d'un artisan qui va faire des yaourts. Oui. Si ça marche très 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 bien pour lui, à un moment il est sous la vague. Et il va nous dire votre machine elle ne suit plus, il m'en faut 2 ou il faut une plus grosse. Oui. Donc à nous d'être suffisamment souple, et c'est tout l'intérêt de la chose, pour pouvoir reprendre l'équipement et de proposer un deuxième. Et le remplacer. Voilà. Okay. Inversement, s'il a visé trop gros au départ, on s'aperçoit que ce n'est pas rentable pour nous parce qu'on va lui vendre des pots de yaourt, mais beaucoup moins que prévu. Oui. On va lui dire, écoutez, par rapport à votre besoin, c'est très ouvert comme idée. Hein, on va vous mettre une plus petite machine qui vous ira très bien, qui prendra moins de place. Ou alors il dit non, je veux la garder. Auquel cas, on va revoir le contrat et on va peut-être remonter à un certain niveau parce que nous, on n'y trouve pas non plus notre gain. Oui. Oui. Voilà. C'est cette souplesse qui est intéressante. Oui, il y a juste l'aspect d'engagement dans la durée. Évidemment que l'équipement qu'on a construit, il va falloir qu'on le rentabilise sur la durée. Si ce n'est pas avec un premier artisan, parce qu'au bout de 2 ans, il a décidé d'arrêter le yaourt et il fait du fromage,
c'est son choix. Il faut que ça soit prévu quelque part pour qu'il puisse sortir, que nous, on n'y perde pas parce qu'il faut aussi payer. Récupérer la machine, puis oui, puis, il a fallu la fabriquer. Donc, oui, exactement, mais il y a aussi tous les services qui sont mis, l'installation, la formation, le transport, etc. Et puis qu'on puisse la remettre nickel pour un autre. Remettre dans le circuit. Voilà. Donc, on a la chance d'avoir toute une gamme de machines qui nous permet justement d'arbitrer. Et au quotidien, aujourd'hui, ça nous arrive d'accompagner des clients qui disent maintenant, je veux passer le cran d'au-dessus, le cran d'au-dessus, le cran d'au-dessus. C'est ça qui est assez sympa. C'est dans notre offre, déjà aujourd'hui, on rachetait pour revendre. Mais là, l'idée, c'est plutôt de reprendre pour reposer une autre machine. Bien sûr. Et ce que disait Laurent, donc ça c'est possible parce qu'il y a une certaine standardisation du coup du matériel, qui permet de. Okay. Exactement, c'est indispensable parce que si c'est pour la machine spéciale, ce qu'on fait aussi, vous le verrez, je fais ma petite pub en allant sur le site www.pakinov.fr. On a aussi des grosses machines qui sont sur mesure pour nos clients. Ça, c'est tellement spécifique que si elle revenait dans l'atelier, on va mettre une bâche dessus, on va attendre 2 ans avant. Oui, du coup, financièrement, c'est pas tenable. Donc, c'est plus compliqué. Okay. Bon, pour rajouter un tout petit mot là-dessus, le modèle de contrat dépend de deux éléments. La créativité de l'entreprise, son imagination, ses limites d'imagination, parce qu'on peut imaginer des contrats de manière extrêmement variée, et l'acceptabilité des clients ou des segments de clients de l'autre côté. Et c'est ce couple-là qui va déterminer l'intelligence d'un contrat. Okay. L'idée, c'est bien sûr de s'inscrire dans la durée, pour toutes les raisons, et à la fois économiques et à la fois environnementales et sociétales qui sont derrière. Donc, c'est ce mix-là qui incite à être vraiment dans la durée. Mais en parallèle, ou je veux dire, et en parallèle, plutôt, il n'y a pas de mais, d'avoir énormément de souplesse pour que le client ne soit pas bridé à quelque chose. C'est ça. Parce que, comme l'a dit Jean-Philippe, son économie, son modèle va évoluer, son économie interne va évoluer, et il faut pouvoir s'adapter. Oui, et du coup, oui, et le client, du coup, bénéficie d'un accompagnement non-stop, on le suit dans l'activité, donc ça crée de la fidélité, de la récurrence, et même avec le client, c'est plus un client, ça devient lui-même un partenaire, quand on parlait de tout l'écosystème. On rentre dans la coopération avec les clients aussi, bien entendu. Okay. Alors, je vois qu'il y a une question aussi sur la mesure de l'impact environnemental. Très, très intéressant. Alors, là j'ai peut-être quelque chose qui peut être un peu perturbant, c'est-à-dire que parfois, certaines entreprises rentrent dans un modèle comme celui-là par le modèle économique, pas forcément avec des questions environnementales derrière. Et certains peuvent se dire, mais c'est un peu heurtant parce que quand même, dans ce modèle-là, il y a quand même 3 piliers forts. Il y a le modèle économique, il y a la coopération et il y a tout l'impact environnemental et sociétal. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'à partir du moment où vous vous posez la question d'usage, la question sociétale et environnementale viendra forcément. Vous allez forcément entrer dans une logique où vous allez devoir regarder vos externalités, ce que vous produisez de positif ou de négatif sur la société ou sur l'environnement, et vous allez les inclure dans votre modèle économique. Donc, même si on rentre par cette porte-là, qui peut être tout à fait légitime, elle nous emmène au bon endroit. Elle nous permet de voir plus globalement les choses. Et je dirais même que nous, en tant qu'ordinateur et animateur du dispositif Relief, on est relativement vigilants à ces questions-là. Quand on développe quand les entreprises développent des solutions, on est attentif aux impacts environnementaux et à ne pas créer justement des effets rebonds, de se dire que, OK, à l'instant T, la collecte de données ou la solution qu'on met en place, elle permet un gain d'énergie ou ça permet de moins se déplacer parce qu'on pilote à distance. Par ailleurs, ça peut nécessiter d'autres besoins qui sont également énergivores et qui vont compenser, voire même dépasser en fait les gains qu'on a identifiés par ailleurs. Et je vous ai mis dans le chat un lien sur un webinaire qu'on a réalisé il y a quelques temps qui traitait justement de ces sujets-là, de l'impact des externalités environnementales liées au numérique. Et puis dans la question, il y a le côté créer artificiellement de nouveaux besoins. Alors ça, c'est une question très légitime, puisque dans les modèles économiques actuels, l'objectif étant de faire du volume, donc l'objectif est de créer le plus de besoins possible. Quand on rentre dans un modèle économie de la fonctionnalité et de la coopération, la logique devient totalement différente.
La logique devient, on rentre dans une logique de coopération avec les clients. Donc, il ne s'agit pas de créer des besoins artificiels, il s'agit de coller à leurs usages et de répondre à toute l'évolutivité de leurs usages. Donc, on n'est plus dans de la data qui sert à créer des besoins artificiels, on est dans de la data qui permet de piloter la façon dont on coévolue avec les clients. Donc, c'est vraiment une posture totalement différente. Et je me permets juste de rajouter, donc la société dans laquelle je travaille, on est installé dans plusieurs pays européens. Et il y a une spécificité française où les clients français, de manière assez générale, sont encore très attachés à la propriété. Et quand on arrive à les faire basculer justement sur le fait de payer pour un usage, il faut vraiment que l'offre soit très très complète et très très solide. Donc quand on se lance là-dedans, effectivement, je rejoins ce que dit Laurent, toute la partie environnementale et sociale, de facto, va être prise en compte, va être intégrée. On ne peut pas faire sans, finalement. Voilà, pour le coup, alors ce que c'est spécifique à la France, je ne sais pas, mais voilà. Oui, la question de la propriété reviendra souvent. Pardon, vas-y Jean-Philippe. Non, ouais, c'était sur l'aspect. Il y a des freins aussi sur le côté propriété, mais je veux dire, ouais, c'est un schéma en France, c'est énorme, quoi. Et chez eux, ils aiment bien posséder, ça c'est clair. Et en plus de ça, on leur donne des subventions. Donc c'est l'État, la région, la collectivité qui vient leur dire si vous achetez, mais alors si vous achetez, et du neuf, attention, parce que vous n'avez pas le droit de revendre de l'occasion, on va vous mettre une subvention. Donc là, on arrive et ça nous ferme complètement un marché. Et il nous l'explique, j'aimerais bien faire votre truc, ça m'intéresse, mais là, non. Regardez, on me donne 50% de subvention. Et je le comprends, voilà. Donc je milite pour qu'on change un petit peu ça, mais c'est compliqué. Ça monte très haut, là. Et donc, du coup, nous, on est obligé de se diriger, non pas sur cette type de clientèle-là, mais sur des gens qui sont plus des industriels, qui n'ont pas le droit à autant de subventions, des petits industriels, des gens qui sont pas des grands groupes, qui, eux, n'ont pas de problème, j'allais dire, d'investissement. Et voilà, avec eux, ça fait plus sens. Et bizarrement, on a eu un salon là, qui vient de faire, le CFI à Rennes, tout récemment, le premier salon, enfin, c'est reparti. Bizarrement, c'est des grands groupes qui sont venus à nous, des gens comme Elior ou Compass ou des gens comme ça qui sont vraiment intéressés par ce genre de choses parce que chez eux, ils ont d'autres problématiques. C'est que s'ils font un budget, il faut monter au siège à Paris, à New York ou je ne sais où, et ça met un temps fou. Alors que si c'est juste une ligne qui fait moins de 5 000 €, ça, j'allais dire, ils ont le mandat, ils peuvent y aller. Donc, on est en train de contourner en fait un système qui est dans les grands groupes, qui est un frein. On apporte une solution peut-être à des gens comme ça. Mais c'est une PME de 40 personnes qui va apporter des capitaux à une société qui fait 2 milliards d'euros. On est juste en train de… Mais si on n'a pas ce niveau d'innovation, on n'arrive pas à rentrer chez eux. Merci beaucoup pour tous ces éléments de partage. On arrive à la fin, il nous reste 2 minutes, donc si vous avez une dernière question, on peut la prendre. Je reviendrai vers vous pour le compte-rendu et puis pour notifier que la vidéo sera en ligne pour la diffuser également. Donc si vous voulez nos coordonnées également, je vais les mettre dans le chat pour que vous puissiez nous recontacter. Vous pouvez les avoir avec les mails aussi, vous avez envoyé les liens de connexion. Je voulais vraiment vous remercier, Jean-Philippe et Laurent, pour ce témoignage très, très riche. C'est toujours mieux d'illustrer par des exemples concrets que de parler de concepts, d'approches, etc. Donc merci pour cet éclairage-là. Merci aux participants aussi pour les ateliers. Et merci à l'équipe du CIRID aussi pour le soutien logistique, notamment, pour l'appui. Donc, si c'est tout fini, on peut vous libérer du coup à l'heure. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde.